bienvenue Aude Célie et Cédric Lagarde-Gillot. Merci d'être avec nous ce soir. On a comme thème choisi de partager ce soir comment transformer le stress et le risque de burn-out en force avec le pouvoir du storytelling. Et en cela, on est complètement dans l'actualité puisque le 10 octobre, c'était la journée de la santé mentale. Et que le mois dernier, le 10 septembre, c'était la journée du suicide. Ce sont des sujets qui sont vraiment considérés comme le mal du 21e siècle, donc qui nous concernent tous, soit personnellement, souvent, soit en tant que manager, pour ceux qui font partie de notre équipe, et on est beaucoup de managers ce soir, soit c'est aussi important pour l'équilibre de nos couples, pour notre famille, pour nos entreprises, bien sûr. Donc, un sujet important. Et chez Women, on aime bien regarder la réalité en face. Donc, c'est un sujet sérieux, mais qu'on va aborder de façon volontariste. Donc, je vais peut-être rappeler en 2 mots qui nous sommes, parce que certains d'entre vous ne connaissent pas obligatoirement. Donc, Women by Neoma Alumni, notre raison d'être, c'est qu'on est le réseau mixte de diplômés de Neoma Business School. Et en fait, ce que l'on veut, c'est partager nos bonnes pratiques, c'est nous inspirer et innover ensemble, et en fait agir de concert, parce que ce que l'on souhaite, c'est avoir un impact positif et faire de l'égalité professionnelle une réalité dans nos entreprises. Et en cela, on est complètement aligné avec, vous savez, l'engagement du réseau Neoma Alumni. Si vous avez participé à cette superbe rentrée des tribus, vous avez vu qu'on était Engage for Positive Impact. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, peut-être quelques mots-clés, quelques chiffres sur Women by Neoma Alumni, que vous affichez en gros. Donc, on est à peu près 1600 membres sur le club LinkedIn, sur le groupe LinkedIn. Donc, surtout, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, venez contribuer, vous serez les bienvenus. Et puis, on est au total 24 600 membres dans le club Women, car le réseau Neoma Alumni comprend, sauf erreur, 39 clubs. Donc, on est un réseau extrêmement riche. Il faut en profiter. Donc, bref, tout ça, c'est la force du réseau. On reçoit, on contribue, et donc on arrive à agir ensemble. Donc, voilà, ça, en gros, c'est l'essentiel concernant Women. Et vous allez voir que notre raison d'être est complètement alignée avec la raison d'être de TLC Lions, incarnée ce soir par Aude et par Cédric. Donc, je vais peut-être vous présenter rapidement. Tout le monde a sûrement vu votre courte biographie dans l'invitation, mais on ne sait jamais. Et je vais commencer par Aude. Donc, Aude, tu as vécu un burn-out professionnel sévère. Tu as même décidé en 2012 de faire une tentative de suicide. Quelques mois plus tard, tu as écrit ton premier livre témoignage en 6 jours seulement, qui est devenu un best-seller. Tu es devenu reconnu comme spécialiste de ce sujet difficile qu'est le burn-out, appelé par les médias. Et donc, tu te nommes d'ailleurs comme étant le porte-voix de ce sujet-là. Et moi, ce qui m'a séduit quand on s'est rencontrés, c'est que tu t'es présentée comme étant une femme de solution. Donc, je suis sûre que tu vas revenir sur le sujet, mais c'est une belle formule, je trouve, qui te va bien. Donc, tu vas nous partager ton parcours, tu vas nous partager ce qu'il t'a appris. Et je terminerai juste pour te présenter auprès des participants en disant que ton premier livre a été adapté au théâtre et que la semaine dernière, c'était la première, et que tu as fait salle comble. Donc, un grand bravo à toi et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors là, normalement, quand on est en présentiel, on a le droit à des applaudissements. C'est pas frustrant, comme au théâtre. Il y aura des émoticônes sur la conversation. Mais c'est sincère. Alors, Cédric, toi, tu es un alumni de Neoma, donc sûrement connu d'un certain nombre de participants. Tu es PGE 2015, spécialisé en corporate finance. Ton diplôme en poche, tu es parti à Berlin, où tu as commencé une carrière qu'on peut qualifier de brillante dans ce domaine. Tu as été reconnu par un certain nombre de grands groupes.
Et je vais directement à l'aspect qu'on a retenu chez Women, qui est qu'en 2020, rupture franche, comme ça arrive quand même de temps en temps dans les parcours féminins, donc je pense que les femmes comprennent bien rupture franche, mais c'est ta décision. Là, tu quittes ton poste, tu quittes ton groupe, qui est quand même reconnu, etc. Tu quittes l'Allemagne, qui est un pays que tu aimes, et tu renonces même à une partie de ton salaire pourquoi? Pour te consacrer à des causes qui te sont chères. Donc, quand en ce moment, tout le monde parle de sens au travail, alors ces causes chères, c'est pour toi la diversité, l'inclusion, la santé mentale, et tu décides de lancer TLC Lions en France. Et toi, ton actualité, c'est que tu viens de prendre la direction Europe de TLC Lions, donc bravo à toi également. Et puis, bienvenue aussi. Alors, pour rentrer dans le sujet, les études et les chiffres qui sont publiés sur notre sujet sont juste alarmants. Donc, je vais me tourner vers Aude. Et pour une première question, pour toi, Aude, pourquoi ces sujets sont si importants? En fait, j'ai repensé à la question hier. Et en fait, je pense que j'aurais pu vous dire, la loi L4121-1 oblige l'employeur à protéger la santé physique et mentale des salariés. Mais au final, est-ce que ça, c'est suffisant pour vous expliquer à quel point le sujet est important? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont très parlants. En un an, le taux de burn-out en entreprise et le taux de burn-out sévère a doublé. On est à peu près à plus de 2 millions de salariés qui sont concernés. Quand on parle de salariés, on parle aussi bien de management que d'autres secteurs. Et par exemple, 82% des professionnels RH se disent, donc à la sortie de la crise, proches de l'épuisement. Et enfin, il y a une étude qui a été sortie par le cabinet Goulpa, qui est sorti en 2021 et qui fait, en fait, il révèle que les dirigeants français ont encore l'impact de la crise dans leur quotidien et qui sont à peu près 9 sur 10 à dire qu'ils ont une santé fragile, une santé mentale fragile au cours des 12 derniers mois. Donc, en gros, c'est un sujet qui concerne tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le secteur, quel que soit le niveau hiérarchique, tout le monde est concerné, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. Tout le monde est concerné. Et ce qui est intéressant, et ce que je voudrais clarifier aujourd'hui, c'est que le mot burn-out crée pas mal de confusion. Le mot burn-out, en fait, quand on veut parler de burn-out, c'est au moment où on s'effondre. Au moment où, en fait, on est en rupture, c'est là qu'on parle de burn-out. Le burn-out, c'est, en fait, on rentre dans le processus d'épuisement professionnel. Donc, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un vrai syndrome qui a 4 étapes, donc on en parlera tout à l'heure grâce à mon histoire, mais c'est un process qui, du coup, est dans la durée. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que vous avez entendu parler des termes, des nouveaux termes, on parle de brown out. Donc, brown, c'est la couleur marron, dans le côté un peu perte de sens. Il y a un nouveau terme aussi, c'était bore out, boring, je m'ennuie. Donc, ça, c'est un terme aussi qui parle de l'épuisement professionnel. Et il y a le tout nouveau qui vient de sortir, c'est blur out. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais le mot blur, on est sur le blurring. Donc, on est sur estomper. On est sur... Et du coup, là, on parle de la frontière justement entre la vie privée et la vie pro qui est devenue hyper poreuse. Mais au final, tous ces mots veulent dire la même chose. C'est pour ça que ta question elle est intéressante, parce que quand on parle de stress et de burn-out, le burn-out, et je le dis tout le temps quand je suis en conférence, c'est que c'est la phase ultime et catastrophique du stress au travail, du stress chronique. Mais finalement, le sujet, on pourrait très bien, vous auriez pu très bien m'inviter en disant oui, Aude a vécu un burn-out, oui, elle a effectivement une histoire, oui, c'est vrai. Mais au final, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, donc, qui a sorti en mai 2019. Il y a eu beaucoup de confusion sur le sujet du burn-out, mais en mai 2019, elle a bien précisé une chose. Elle dit que le burn-out, donc le syndrome d'épuisement professionnel, est lié à un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Donc, ce qu'elle clarifie ici, c'est que c'est lié au travail. Beaucoup se posent la question, oui, mais la personne dans sa vie privée, etc. Non, justement. Si la personne n'a absolument aucune difficulté au travail, on ne peut pas parler de burn-out. L'OMS l'a bien compris.
Il y a aussi le plan national numéro 4 en France. Je ne suis même pas sûre que tout le monde sait qu'il y en ait 4. Dans ce plan national, il y a une phrase qui est très précise, c'est que dans les années à venir, renforcer l'accompagnement des victimes d'épuisement professionnel sera nécessaire. Donc, imaginez, même dans le plan national dont on a parlé en 2018, il y avait déjà cette phrase-là. Et on est en 2021 et on sort de la crise. Donc, voilà pourquoi je veux qu'on parle de ce sujet-là, pourquoi c'est extrêmement important. Parce que, oui, il y a tous ces chiffres-là, mais la chose aussi la plus importante, c'est que ça ne concerne que des gens qui sont investis, qui sont enthousiastes, qui aiment leur travail, qui sont impliqués. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui s'effondrent. Donc, voilà pourquoi c'est important. Mmh. Merci. Et toi, Cédric, quel commentaire t'inspire ce que vient de dire Aude? Comme tu l'as précisé, Adeline, et comme tu l'as précisé, Aude, les chiffres sont alarmants. 2 millions de personnes en burn-out sévère, il faut s'imaginer que c'est quasiment un salarié sur 10. Donc, dites-vous bien à ceux qui nous écoutent que si ce n'est pas vous, statistiquement, c'est un de vos collègues sur 10 demain au travail qui est en burn-out sévère. En fait, moi, quand j'entends ça, ça me conforte d'autant plus dans mes convictions d'agir, d'éduquer, de sensibiliser les collaboratrices et les collaborateurs au sujet de la santé mentale et du burn-out. Mais ça me conforte aussi dans mes convictions de porter haut et fort les témoignages, les histoires de personnes comme Aude. Elle vous en dira un peu plus dans un second temps. Mais je vais vous donner un dernier chiffre et après, justement, j'arrêterai. Mais ce qui est important pour sensibiliser, c'est justement l'aspect storytelling, l'aspect témoignage. Une histoire est 22 fois plus mémorisable que des faits. Une histoire libère une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de la générosité et qui va elle-même favoriser les liens sociaux entre les individus. Et notre parti pris et mes convictions personnelles sur ces sujets, c'est que, en fait, entendre des témoignages, des histoires authentiques et vraies, ça va nous permettre de développer notre capacité à nous identifier à ce que ressent l'autre. Et cette capacité, elle s'appelle tout simplement l'empathie. Et l'empathie est un prérequis à une démarche inclusive, à l'inclusion dans l'environnement professionnel. Et une entreprise qui a développé une culture de l'inclusion, c'est une entreprise qui a libéré la parole, qui a ouvert le débat, donc en l'occurrence sur le sujet de santé mentale. Donc les chiffres, c'est une excellente chose et ça me parle, mais d'autant plus offrir des estrades à des personnes extraordinaires comme Aude et leur histoire, parce que c'est ça qui va marquer les esprits. D'accord. Donc, avant d'entrer complètement dans le sujet, Aude et Cédric, est-ce qu'on peut revenir un peu sur vos parcours? Et Aude, par exemple, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue, avec ton livre, en étant porte-voix, etc., la femme que tu es aujourd'hui? C'est-à-dire, quels ont été les moments clés de ta vie jusqu'ici? Quels ont été les leviers qui t'ont permis de surmonter tes épreuves et puis de devenir quelqu'un que l'on perçoit plutôt comme étant résiliente et sereine? Oui, c'est vrai. Alors, la question, elle est intéressante parce que pourquoi est-ce qu'on vient me chercher? On vient me chercher parce que j'ai une histoire, parce que j'ai une histoire qui est particulière, parce que en 2012, donc c'est le 24 mai 2012 que moi j'ai fait ma tentative de suicide, on ne parlait pas du burn-out, mais alors pas du tout comme on en parle aujourd'hui. Franchement, moi, quand ça m'est arrivé, le terme burn-out, honnêtement, on n'en avait pas vraiment entendu parler. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'on en parle bien, en fait. Et ce que je trouve important justement dans l'histoire de quelqu'un qui va vivre un burn-out, c'est qu'il y a un espèce de triptyque. En fait, il y a la personnalité, il y a l'environnement de travail qui est forcément délétère et il y a l'aspect sociétal. Parfois, on l'oublie, mais ça, c'est important. L'aspect sociétal joue aussi. Donc, parlons de la personnalité. Pourquoi je vous en parle? Parce que la clé d'entrée de l'épuisement professionnel, c'est la place que la personne accorde au travail. Quelle est la valeur du travail pour moi? La valeur du travail, finalement, on l'a apprise dans notre enfance. Moi, par exemple, mon histoire, c'est quoi? C'est que donc c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Ma grand-mère était gardienne d'immeuble. Donc, je voyais bien qu'elle avait un travail qui était difficile, qui était pénible au final. Et moi, de mon visage, enfin, de mon regard d'enfant, je voyais que quand on amenait des bonnes notes, eh ben, on avait soit le sourire, soit l'approbation. Et quand je voyais à la fois ma grand-mère qui, malgré les difficultés, allait au travail, et quand je voyais moi, au fur et à mesure de mes années où j'évolue, on commence par quoi? On commence par la maternelle. Maternelle, on donne des bons points. Ensuite, on passe au CP, quand on arrive au collège, on parle d'encouragement, de félicitations. Et ça, en fait, tout de suite, je l'ai capté. Et en fait, finalement,
la croyance que moi, j'ai développée, c'est le travail paye. Le travail paye aussi bien pécunier, c'est-à-dire que plus je travaille, mieux je vais gagner ma vie. Et soit, plus je travaille, plus mon travail va être reconnu. Et donc, moi, mon parcours, dès le départ, ça a été que j'ai été, je ne sais pas, je peux dire, par exemple, j'ai été déléguée tous les ans de la 6e à la terminale, que j'ai été reconnue élève méritante et que j'ai été sur les genoux de Mme Bernadette Chirac parce qu'il y avait eu justement un reportage sur nous. J'ai été dans voilà, dans le trio de tête, forcément, toutes les années. Et du coup, pour moi, ça s'est transformé en quelque chose qui était normal, qui était logique. Le travail paye. Donc, j'ai commencé après mon diplôme, après mon lycée, enfin mon lycée, ouais, c'est ça. J'ai choisi de faire la fac. La fac, ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis passée au BTS. Donc, c'était un BTS hygiène, propreté et environnement. Et juste à côté, j'avais un petit boulot qui était chez Pizza Hut. Et en fait, c'est dingue parce que toute l'expérience, toute la personne qui vous parle maintenant, elle est liée au fait que j'ai eu un petit boulot chez Pizza Hut. J'ai monté chaque échelon. Au bout de 2 ans, donc quand j'ai eu mon diplôme, on m'a proposé de passer assistante. J'ai dit OK. Je pensais y rester 2 mois, honnêtement. Et en fait, j'y suis restée 6 ans. Et j'ai appris à l'âge de 20 ans ce que c'était le métier de manager d'équipe. J'avais déjà à 20 ans à peu près 20 personnes sous ma responsabilité. Et j'ai tout de suite aussi été confrontée à la difficulté de ce qui est en fait le travail d'un manager d'équipe qui doit travailler à la fois sur la gestion des hommes, à la fois sur le business, et à la fois, et ça c'est quelque chose qu'on oublie quand on est manager, le management de soi. Ça, on l'oublie, et ça, malheureusement, ça participe à aussi l'épuisement. Parce qu'on est dans une société d'urgence, on n'a pas le temps, et donc du coup, on est concentré sur ce qu'on a tout de suite, le business et les hommes, puisqu'on est face à eux. Donc, j'ai passé cette expérience chez Pizza Hut, et en fait, je me suis dit, mais comme je voyais les difficultés, je me suis dit, Amara, j'ai envie d'évoluer en RH. En RH, je n'avais jamais entendu parler quand j'avais 18 ans. Hein. Donc, pendant cette expérience, j'ai rencontré une jeune femme qui a passé justement un master en RH, et je me suis dit, c'est ça. J'ai envie de passer de l'autre côté pour aider les managers. Et à partir de là, j'ai monté les échelons. J'ai commencé chez Pizza Hut. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas de poste. J'ai travaillé ensuite chez Nature et Découverte avec toujours cet objectif. Je savais exactement ce que je voulais. Cette responsable RH opérationnelle. Moi, je veux être proche des salariés et proche des managers. J'ai monté, voilà, chaque échelon. J'ai fait chez Épisode, j'ai fait chez Nature et Découverte. J'ai passé un diplôme parce que malheureusement, il n'y avait pas forcément de place aussi chez Nature et Découverte. Je l'ai obtenu en 2007, pardon. Et après, j'ai fait mon parcours en RH. Et comme je savais que je fais un poste généraliste, je savais qu'il fallait que j'ai le plus d'expérience possible. Donc, j'ai pris tout. J'ai pris la paye. Je m'étais juré de ne pas faire de paye. J'ai eu 19 à l'examen et c'est probablement une des expériences les plus sympas que j'ai eues dans mon parcours. Donc, il y a eu ça. Il y a eu le fait que j'ai travaillé pour des grosses boîtes. J'ai travaillé sur le recrutement. J'ai travaillé sur l'assistanat de l'administration du personnel. Bref, quand j'ai obtenu, pendant 10 ans, quasiment, j'ai travaillé pour obtenir le poste que je voulais, que j'ai eu et qui a été malheureusement le départ de mon expérience vers le burn-out. Et au final, les leviers que j'ai utilisés, je pense que vous le comprenez, c'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. J'ai une vraie joie de vivre, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu le côté, et c'est pour ça que quand tu dis « je suis une femme de solution », mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais avoir une difficulté que je vais baisser les bras. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Parce que quand je parle de quelle est la valeur du travail pour les gens qui font des burn-out, c'est je n'ai pas appris à baisser les bras dans ma vie privée, donc je ne sais pas le faire au niveau pro. Donc, peu importe que j'ai eu des difficultés, j'y allais. C'est pas grave. Ça, tu vas apprendre. On est toujours dans l'apprentissage. Donc, c'est pas quelque chose qui me faisait, qui me tirait vers le bas, mais au contraire, ça me tirait vers le haut parce que ça me donnait envie. Donc, en fait, il y a tout ça. Il y a ce côté aussi où je pense que mon mental est conditionné aujourd'hui, suite à cette expérience-là, au fait que, on en parlera, c'est la sérénité. Aujourd'hui, j'ai acquis une telle sérénité que je suis tranquille. Je ne suis plus en train de me battre par rapport à une société, par rapport à une stratégie, par rapport à... Non, j'ai acquis une sérénité qui me rend libre, en fait. Donc, c'est ça qui fait que tout ce parcours-là et cette capacité de me remettre en question, ça a participé justement à me remettre de l'expérience. Écoute, merci à toi pour ce témoignage. Cédric, d'abord, merci de nous avoir fait connaître Aude.
Si on t'a invité toi ce soir, c'est pour ton parcours qui est étonnant et qui est porté par ces valeurs fortes que l'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, avec plaisir. Tu as évoqué mon parcours rapidement, mais effectivement, donc, je suis diplômé programme Grande École 2015 en finance d'entreprise et j'ai tout de suite pris la décision, moi, de partir m'installer en Allemagne. J'ai vu dans le chat que quelqu'un est réseau Alumni Berlin, donc j'étais à Berlin pendant quelques années aussi. Et j'ai travaillé dans l'industrie pétrolière, donc bien loin de mes préoccupations actuelles. Et j'ai commencé à travailler pour le groupe Total et j'ai ensuite été débauché par un concurrent russe qui s'appelle Rosneft. Et donc, pendant des années, j'ai travaillé comme optimiseur en supply chain. Donc, j'ai fait de l'optimisation de flux, en pricing, en ce qu'on appelle du hedging. Donc, c'est développer des instruments financiers pour se protéger contre la volatilité des marchés financiers, justement. Plein de choses passionnantes. Et pour être tout à fait honnête, les questions de diversité, d'inclusion, de santé mentale n'étaient absolument pas au centre de mes préoccupations, n'étaient pas à l'ordre du jour. Et à mon avis, comme probablement beaucoup d'entre vous aujourd'hui, c'est des jeunes alumni, j'ai eu une carrière effectivement linéaire qui démarrait bien, mais pour être honnête, mon histoire personnelle au final est très liée à celle de Guyan, qui est le CEO et le fondateur de TLC Alliance, qui est anglais. Et en fait, on a eu la chance de se rencontrer en 2013, donc ça commence à dater un peu. À l'époque, moi, je travaillais dans un cabinet de conseil en développement international à Francfort, donc déjà en Allemagne, et lui travaillait à la Deutsche Bank en innovation, et on s'est retrouvés colocataires par hasard, donc les heureuses joies des stages à l'étranger. Et en fait, Guyane, malheureusement, sa vie a été complètement bouleversée en 2015. Il est retourné travailler en Angleterre, à Londres, et il travaille comme consultant chez PwC. Et malheureusement, deux drames lui sont arrivés. Le premier, c'est le meurtre de son père, qui est parti en voyage d'affaires. Guyane s'est retrouvé à collaborer à une investigation internationale pour meurtre. Guyane s'est retrouvé à faire le tour des plateaux télé du nord de l'Angleterre pour des appels à témoins. Et aujourd'hui, en 2021, le procès est encore d'actualité. Et le deuxième drame, ça a été de perdre justement un collègue qui s'est suicidé sur son lieu de travail, probablement lié à un burn-out. Et en fait, la santé mentale de Guyane a été extrêmement affectée, particulièrement en 2015. Et en fait, il a réalisé la force, le pouvoir de témoigner, de partager son histoire, d'abord avec ses collègues, avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, mais ensuite dans un cercle plus large. Et les gens lui rendaient bien parce que des gens aussi témoignaient en partageant des histoires similaires, empreintes de résilience. Et en fait, moi, à l'époque, j'étais aux premières loges de son histoire, j'étais aux premières loges pour l'écouter. Et j'ai décidé de m'investir sur ces sujets. Ça a mis un peu de temps à cheminer, mais ayant compris l'impact et la force des témoignages sur des sujets qui sont absolument cruciaux, et d'autant plus à l'heure actuelle, j'ai décidé de rejoindre TLC Lions effectivement l'année dernière. Donc j'ai quitté Rosneft et l'Allemagne pour rentrer en France et pour lancer le marché français. Comme tu le disais, depuis quelques mois, j'ai pris maintenant les rênes du marché européen. Mais c'est effectivement en lançant le marché français que j'ai eu la chance de rencontrer Adeline. Et effectivement, on a très rapidement partagé des valeurs communes justement autour de l'inclusion, justement autour de l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, la force du témoignage et avoir une démarche homme-femme, sociétale, plurielle et diverse. Et c'est ça qui fonctionnera. Donc voilà un peu sur mon parcours et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Merci Cédric. Aude, j'ai envie de te demander, peux-tu revenir sur ton vécu du stress et du burn-out? Quels ont été les grands enseignements pour toi et est-ce que tu as trouvé des solutions dont tu pourrais nous en conseiller peut-être certaines si tu penses que ça pourrait nous être utile? Oui, bah, en fait, le premier conseil, c'est de se dire que informer et être informé, c'est probablement la prévention la plus efficace possible. C'est pour ça que ce que fait TLC Lions en me permettant à moi de témoigner auprès des personnes, c'est que de suite, à la fin, les gens ont compris ce qu'est le burn-out. Le burn-out, c'est quoi? En fait, c'est un processus qui a 4 étapes. Ces 4 étapes, une fois qu'on les connaît, et ben en fait, on peut s'en protéger. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que j'ai la chance, avec le recul, de pouvoir expliquer ces 4 étapes. Ces 4 étapes, c'est quoi? La première étape, c'est la lune de miel, c'est ce qu'on appelle le plaisir au travail. Moi, dans mon expérience, c'est ce que je vous ai dit, j'ai obtenu mon poste au bout de 10 ans, à force de monter chaque échelon, etc. Quand j'ai obtenu mon poste de responsable RH, mais je courais au travail le matin.
Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une entreprise? Eh ben, il y a la période d'essai. Donc, il faut savoir faire ses preuves. Donc, moi, finalement, même avant de rentrer en entreprise, j'avais déjà eu la pression parce qu'on m'avait dit, Aude, si, enfin, j'étais à 4e sur le poste et on me dit, tu n'as pas le choix. Il faut que tu réussisses. Moi, c'était le boulot que je rêvais depuis des années. Donc, quand j'ai commencé, j'avais l'énergie. Et c'est ce qui se passe quand on a le plaisir au travail, c'est que le travail a du sens, on sait pourquoi on le fait, on a l'énergie pour le faire parce qu'on ne peut pas empêcher le stress au travail, c'est impossible. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Parce qu'au final, si on vous embauche, c'est qu'il y a un besoin. Donc, ça ne pose pas de problème. Dans ces 4 étapes, les 2 premières, quand on les gère, c'est impossible d'être dans l'épuisement professionnel. Par contre, quand on bascule dans la 3e, et ben là, malheureusement, on court vers le burn-out. Dans la 2e phase, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ce qu'on appelle la phase d'alarme. Au fur et à mesure du temps, quand on cumule justement du stress, c'est ce que dit l'OMS, c'est que c'est un stress de travail au travail qui n'est pas géré. J'ai été sous stress dès le début. Je me rappelle, par exemple, s'il y avait un outil qui était de gérer la paye avec un outil qui était complètement obsolète. Je vous fais le calcul. J'avais 120 personnes à gérer. Calculer la paye, c'était calculé avec 4 pointages. Je rentre en entreprise, je pars déjeuner, je reviens déjeuner, je repars. 4 fois 31 fois 120. Je vous fais faire le calcul. Ça fait plus de 10 000 que je devais vérifier tous les jours. Donc, dès le départ, moi, j'ai été dans les difficultés au final avec l'outil, mais j'ai aussi les difficultés au niveau du management, de l'isolement. C'est très intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, que le 10 septembre, c'est la journée mondiale du suicide. L'isolement, c'est probablement l'élément le plus important dans les tentatives du suicide, en l'occurrence au travail. Donc, c'est pas grave en soi, on a l'énergie. Mais la 2e phase, c'est il y a eu une information. L'information, c'est en général un trouble musculo-squelettique. Moi, j'ai eu une névralgie, vous savez quoi, c'est une décharge de la tête qui va vers le cou et qui vous paralyse. Ça, c'était le premier gros signal qui était finalement celui du stress. Je ne savais pas, moi, à l'époque. C'est pour ça que je suis contente de vous en parler parce qu'il y a des signaux. Cette 2e phase, où il y a la phase d'alarme, il y a plein de choses. Et les éléments clés de cette phase d'alarme, c'est que le temps de notre vie perso se réduit. On a le temps de travail qui commence à aller vers plus vers 45, 50 heures. On a moins de temps pour faire des choses qui nous plaisent. On est de plus en plus surchargé. On a de moins en moins les capacités, mais pourtant on continue. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous dis. Dans ces 2 phases, la phase de travail où je prends du plaisir, elle fait ça. La phase de stress, elle fait ça. Mais au fur et à mesure, on a cette phase de stress qui prend de plus en force et le temps de travail perso prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Parce que si on alterne sur le 1 et le 2, c'est difficile à détecter. Et quand on bascule sur la 3, l'entrée, c'est qu'il s'est passé un choc. Le choc, c'est, je pourrais le traduire avec une phrase, c'est donc ça la réalité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelles sont les valeurs que j'accorde au travail. Et dans la 3e phase, je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose qui fait que je bascule. Et je me rappelle, je sais vraiment que toutes les personnes que je rencontre, quand je leur dis, mais quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, il y a eu un moment. Et moi, mon moment, c'est quand ma responsable RH a été licenciée du jour au lendemain. Elle était enceinte et c'est arrivé du jour au lendemain. Je n'étais absolument pas au courant. Elle me dit ça et ça a été un choc. Un choc. Au bout d'un mois, donc mon parcours, c'était d'évoluer en RH avec elle. Et elle s'en va. Donc, je me dis, mais qui va m'aider? Je suis toute seule, je suis isolée, j'ai besoin de soutien. Et en fait, pendant un mois, je reste toute seule pour gérer tous les magasins que je devais gérer. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on m'annonce que c'est un jeune homme qui va récupérer le poste. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les valeurs, elles explosent. Parce qu'il y a un élément dans notre parcours qui fait qu'on ne comprend pas comment. Et là, on parle de perte de sens. Comment peut-on nommer quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences? Et dans ces moments-là, on est dans la résistance. Ce qu'on appelle la phase, c'est la résistance. Malgré le fait qu'il y ait des difficultés, malgré le fait que je n'ai pas forcément les moyens, je continue. Et enfin, la 4e phase, c'est quand on bascule, malheureusement, vers l'effondrement. Moi, le point clé, ça a été le 31 août. C'était à peu près 10 mois après qu'elle ait été licenciée. Je prends un train, je devais rentrer chez moi quand je revenais de week-end. Je suis tétanisée, je suis dans le train, je pleure, je ne comprends pas, etc. Et donc, j'arrive au bout d'un moment dans un cabinet de médecin généraliste. J'ai un trou noir, je ne sais même pas comment j'y suis arrivée. Et c'est là qu'il me parle du mot burn-out. Je n'avais jamais entendu parler. Et donc, à ce moment-là, même là, je n'ai pas compris. Je croyais que c'était un moment de fatigue. Et en fait, non, il m'a dit, si vous continuez comme ça, dans 6 mois, vous allez craquer.
Et en fait, il s'est trompé, j'ai tenu 9 mois. Et pendant cette phase, en fait, où on court vers l'effondrement, là, la perception de plaisir ou la performance même au travail, elle n'existe plus. On tient le coup. Et ce qui joue, en fait, dans l'épuisement professionnel, c'est que comme on est dans la descente, on est dans la dégradation de la santé physique, mentale, émotionnelle et, euh, et comportementale. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure des éléments clés qui fait qu'on sait qu'on va être en burn-out. Voilà. Écoute, merci pour ce témoignage, Aude, qui est précis. Je suis sûre que ça résonne pour beaucoup d'entre nous. Et c'est généreux de ta part de nous partager ça. En tous les cas, tu incarnes quand même à merveille cette conviction forte qu'on partage, qui est que, femme ou homme, on a une multitude de talents cachés au fond de soi et que, voilà, quand on sait les réveiller, on trouve sa voie. Et toi, Cédric, j'ai envie de te demander concrètement, quelles sont tes priorités à toi en tant que directeur Europe pour soutenir des parcours tels que celui de Aude en tant que manager, Alors, leader? je pense que mes priorités, elles sont triples. La première chose pour soutenir les parcours de femmes et les hommes inspirants comme Aude, ça va être en fait donner tout simplement de la visibilité à leur profil. Donc moi, que ce soit des organisations privées, publiques, associatives ou dans le cadre de notre webinaire ce soir, moi, mon rôle, c'est d'agir au quotidien justement pour offrir de la visibilité à ce témoignage, pour justement que ça puisse parler au plus grand nombre. La deuxième priorité, ça va être de continuer à rencontrer des gens comme Aude pour m'enrichir humainement, pour apprendre d'eux et aussi pour recruter de nouveaux intervenants. On a aujourd'hui la chance d'avoir 38 intervenants. Donc, on a Aude, on a 10 intervenants francophones qui sont aussi exceptionnels et des intervenants anglophones, hispanophones. Donc, voilà, être capable via TLC Lion, justement, de répondre à des sujets différents. On parle aujourd'hui de burn-out et de santé mentale, mais ça peut être de neurodiversité, ça peut être du handicap, ça peut être des discriminations liées au sujet LGBT+, et j'en passe. Donc, continuer à interviewer, à échanger avec des personnalités inspirantes et pour voir si effectivement il y a un fit entre nos ambitions communes et nos partages de valeurs sur ces sujets. Et ma dernière mission, ça va être vraiment la partie sensibilisation des collaboratrices et des collaborateurs. Et en fait, aussi bien la sensibilisation sur les sujets de diversité, inclusion, santé mentale. Donc, comme je l'évoquais, ça peut être une conférence sur les maladies invisibles, ça peut être une conférence sur comment faire son coming out trans dans l'environnement professionnel, mais aussi sur l'aspect storytelling. Et en fait, peu de gens, malheureusement encore aujourd'hui, sont totalement convaincus de l'impact énorme que peut avoir l'histoire. Et nous, on joue aussi un rôle auprès de ces acteurs en disant on va vous accompagner sur les sujets de storytelling. Donc, on va vous accompagner déjà en vous expliquant quelle est la science et quelle est l'histoire derrière le storytelling. La science, ça va être qu'est-ce qui se passe en termes de connexion neuronale, qu'est-ce qui se passe en termes de réplication des comportements, qu'est-ce qui se passe en termes d'alchimie du cerveau. Et la science, c'est qu'en fait, le storytelling date des premiers âges. Et voilà, et parler même d'Aristote, une histoire, c'est un début, un milieu et une fin. Parler même de Yuval Harari aujourd'hui avec Homo sapiens, qui explique que le storytelling, c'est le plus puissant outil à notre disposition et accompagner les gens vraiment sur l'aspect histoire personnelle. Et donc, comment en fait on va identifier son histoire personnelle, comment on va la structurer, comment on va la partager, est-ce qu'on est prêt à la partager, avec qui on va la partager. Et de manière peut-être encore plus importante, c'est avant d'être capable de partager son histoire personnelle, est-ce qu'on est capable d'écouter celle des autres. Et c'est pas simplement entendre avec ses oreilles, c'est vraiment l'écoute consciente et justement, grâce à l'écoute, grâce au partage d'histoire, on peut créer cet espace psychologique qui est safe, qui est sain dans l'environnement professionnel, et donc libérer la parole sur tous ces sujets qui sont absolument cruciaux. Est-ce que tu aurais un exemple qui serait un peu significatif de l'impact que peuvent avoir ces témoignages au sein d'une organisation? J'en ai beaucoup. On a travaillé avec 250 organisations et je pense qu'on a eu 250 façons de faire différentes. C'est ça qui est top, c'est que chacun de nos clients s'approprie vraiment ces questions pour en faire quelque chose de personnel. Mais voilà, on travaille en faisant du contenu digital et des événements sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Mais un cas intéressant, ça a été le cas par exemple de Microsoft au Royaume-Uni. En fait, ils nous ont dit, on va mettre en place un nouveau système de valeurs. Et beaucoup d'entre nous ce soir travaillent en entreprise et vous savez, c'est petits mots sur vos slides ou au fin fond de l'intranet de votre boîte avec les valeurs du groupe. C'est très compliqué d'expliquer comment vous pouvez les refléter dans votre travail, comment les illustrer.
Et donc, c'est ce que Microsoft nous a demandé. Et en fait, pour chacune des valeurs, on a fait intervenir un de nos intervenants pour parler de son histoire personnelle et donner vie, donner corps justement à ces valeurs. Et par exemple, une d'elles était l'intégrité. Comment on explique à ses employés ce qu'est l'intégrité dans son travail tous les jours? C'est compliqué. Et donc, on a fait intervenir Belton, qui est un de nos intervenants américains, qui est noir américain, homosexuel, et qui a rencontré beaucoup de plafonds de verre durant ses études et sa carrière, subi beaucoup de discrimination. Et malgré tout, il a su rester vrai, il a su rester authentique, et il a toujours mis la valeur d'intégrité comme porte-étendard pour son histoire personnelle. Et donc, vient le raconter aux employés, vient parler d'intégrité, vient créer des liens entre son histoire personnelle et celle des salariés de Microsoft pour qu'in fine, les salariés puissent se dire, d'accord, c'est ça l'intégrité. Et c'est ça que Microsoft essaye de me faire passer dans mon travail quotidien. Je pourrais citer aussi Delivery Hero, avec qui on a travaillé à Berlin pendant 1 an, 12 interventions en 12 mois. Et c'est intéressant parce qu'on a vraiment pu voir les effets long terme. On a commencé avec les sujets de monoparentalité, on est passé sur les sujets LGBT pendant le Pride Month en juin, et aujourd'hui sur les questions de santé mentale, de suicide. Et on peut voir dans le chat, on peut voir dans les questions qui sont posées, des salariés qui sont vraiment saisis de ces questions, avec des questions qui sont plus intenses, qui sont de manière beaucoup plus ouverte, avec des vrais débats de fond qu'on avait moins en janvier dernier. Et donc, on sent qu'on a touché quelque chose d'important et créé cet espace apparemment safe qui leur permet d'ouvrir la discussion et d'en parler au bureau. Donc voilà, quelques exemples. Oui. Et c'est vrai que nous, chez Women, cette année, et sans doute pas que cette année d'ailleurs, c'est juste parce que c'est notre première année, on voudrait donner la parole à des rôles modèles, à des personnes comme Andrés Garcia Poveda, qui est notre marraine et qui est l'une des 2 présidentes d'un groupe du CAC 40, parce que ça libère l'ambition, mais aussi à des, voilà, ce que moi j'appelle des héroïnes et des héros du quotidien. Parce que c'est vrai que par l'exemple, ça nous permet de nous mettre en action, d'oser croire en nos rêves, de rester soi sur notre chemin et d'arriver à trouver ces équilibres dont parlait Aude qui sont importantes entre le pro, le perso, en couple, en famille, etc. Donc c'est ce que vous faites ce soir. C'est vrai que c'est vraiment très parlant. Et j'avais promis dans l'invitation à ce webinaire ce soir que nous allions prendre une bouffée d'énergie sur ce sujet. Et personnellement, je ne suis pas déçue. C'était une bouffée d'énergie encore plus forte par Aude et toi que ce qui était prévu à l'origine. Alors moi, j'ai une dernière question avant de passer la parole aux participants, parce que chacun entend bien combien nos 2 raisons d'être sont alignées entre Women et TLC Lion. Cédric, tu as accepté avec Giant que TLC Lion soit partenaire de Women. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et puis comment tu proposes de faire vivre ce partenariat? Bien sûr, comme je disais, je pense qu'on partage beaucoup de valeurs communes sur ton combat pour l'égalité homme-femme, mais de manière plus générale, en fait, ça touche à des questions de diversité, ça touche à des questions d'inclusion et ça touche même à des questions de santé mentale. Je pense que si on regarde de plus près les chiffres du burn-out, je ne serais pas étonné de savoir que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. Et en fait, souvent, on nous pose la question sur les questions de diversité, inclusion et de santé mentale, mais en fait, tout est lié. Quelqu'un qui est discriminé, sa santé mentale sera tout à fait impactée et c'est une évidence. Moi, ce que je compte faire, si j'en ai la possibilité, c'est continuer à intervenir sur tous ces sujets de diversité, d'inclusion, donner corps à ces thèmes et continuer à inviter des personnalités inspirantes et des témoignages forts comme Aude ce soir, des voix d'hommes, des voix femmes qui portent justement ces sujets de diversité et d'inclusion. On aura peut-être la chance d'avoir notre directrice non exécutive qui prendra la parole dans le cadre de Women aussi, en anglais, qui a une histoire incroyable et qui a rencontré des plafonds de verre parce qu'elle a été une femme, pendant des années. Et donc voilà, donner corps à ces problématiques, donner vie et continuer à travailler ensemble pour organiser le maximum d'événements et sensibiliser sur ces questions clés. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à ceux qui sont là ce soir s'il y a des sujets de prédilection que vous voudriez entendre, que ce soit des sujets plus LGBT, que ce soit des sujets sur le handicap, que ce soit même, on a une de nos intervenantes qui parle d'excision. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à revenir vers nous derrière et à nous ensuite de donner des informations utiles sur ces sujets. Ben voilà, l'appel est lancé sur les onglets
discuter. Puis n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions et réponses. D'ailleurs, je vais passer la parole à Sylvie. Sylvie, est-ce que tu as déjà quelques questions qui sont posées? En effet, alors j'ai une première remarque qui me fait vous poser la question, est-ce que le burn-out est reconnu par la Caisse nationale de la CNAM, en fait, voilà, la Caisse nationale d'assurance maladie? Malheureusement, non. Aujourd'hui, c'est bien là le gros sujet, c'est que ce n'est pas reconnu en maladie professionnelle. Et c'est ce qui pose problème, parce que si ça l'était, les entreprises seraient peut-être un peu plus concernées parce que ça a un impact sur le taux d'accident de travail. Donc non, ça a été malheureusement, ça a été une grosse confusion en 2019. C'est pour ça que l'Organisation mondiale a vraiment tranché. J'ai participé, par exemple, aux ateliers pour réfléchir à la réforme de la santé au travail. Et voilà, la loi n'est pas passée. Donc non, toujours pas le cas. D'accord. J'avais une autre question qui m'a été posée. Est-ce que le burn-out est possible quand on est très investi émotionnellement, mais sans qu'il y ait cette dimension surinvestissement en termes de temps de travail, envahissement de sa vie professionnelle dans sa vie personnelle? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais en tout cas, j'en reviens vraiment à la définition du burn-out. C'est forcément lié à la sphère professionnelle. Le travail ne doit pas être… Voilà, c'est intéressant ça. Parce que vous pouvez avoir des difficultés dans la vie perso, pas de problème. Mais en fait, le travail doit être structurant, il ne doit pas être aggravant. Donc, tant qu'on a les conditions de travail qui sont liées au fait que je peux m'épanouir, que j'ai des conditions pour faire mon travail de qualité, etc., on ne peut pas parler de difficultés. Le travail doit être structurant et pas aggravant. D'accord. Est-ce que, Aude, tu as eu… Alors, a posteriori, oui, visiblement, tu l'as analysé, mais quand tu étais dedans, est-ce que durant ces étapes, tu te disais qu'il y a des choses qui n'allaient pas? Est-ce que tu les identifiais quand même un peu? En fait, comme la majorité de ceux qui ont fait un burn-out, on court vers le mur sans même le savoir. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a des signaux, parce que j'ai eu des signaux que je n'ai compris que beaucoup plus tard, parce qu'on n'en parlait pas. Mais il y a les signaux physiques. Par exemple, c'est ça, ma névralgie cervico-bronchiale, je vais avoir mal au dos, je vais avoir du zona, je vais avoir des palpitations, je vais avoir un torticolis, des choses comme ça. Du coup, on est dans la dégradation du mental. Donc, aussi, on est de plus en plus fatigué. Vraiment, c'est évidemment qu'il y a des signaux et qu'il faut savoir les écouter, parce que c'est malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, la capacité de l'organisme à faire comprendre que je suis en stress, ce n'est pas géré, je t'appelle, je te demande de t'arrêter et je t'envoie des signaux de plus en plus forts, parce que quand on n'écoute pas, malheureusement, le corps on va de plus en plus puissant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une tentative de suicide, parce que j'étais arrivée à un niveau de fatigue mentale que j'ai pris une décision sans discernement. C'est très important d'entendre ça. Les personnes qui se suicident au travail, c'est pas parce qu'elles veulent se suicider au départ, enfin même pas tout court. C'est qu'en fait, il y a deux types de suicides. Le premier, c'est le suicide blanc. Le suicide blanc, c'est un appel au secours. Et le suicide rouge, en fait, c'est qu'on veut mettre le projecteur sur il se passe quelque chose dans mon entreprise, je voudrais que vous le voyez. Et c'est moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai écrit avant de vouloir partir, j'avais écrit un message au PDG de l'entreprise où je travaillais pour lui faire comprendre et partir en me disant, au moins, j'ai mis justement l'accent là-dessus. Donc voilà. Il y a des signaux, bien sûr qu'il y en a. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que il ne peut y avoir burn-out que quand il y a surinvestissement en termes de temps et d'énergie dans le travail? Il y a burn-out? Non, encore une fois, le burn-out, c'est la fin d'un processus. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il va y avoir le côté physique, encore une fois. Le surinvestissement, tant qu'il n'est pas dans la durée, tant qu'il n'est pas en train de me dire, mon Dieu, j'ai besoin de donner de l'énergie plus qu'il n'en faudrait pour pouvoir faire mon travail, il n'y a pas de raison qu'on parle de burn-out. C'est beaucoup plus complexe que ça. On parle des 6 grands facteurs de risques psychosociaux. Ce n'est pas parce que je me surinvestis que je vais m'effondrer. Non. C'est parce qu'il va y avoir d'autres choses. Éventuellement, les outils, je vais parler de mon outil de paye qui datait d'avant-guerre. D'autres, ça va être juste une infirmière, une secrétaire dont je sais pas, son imprimante est en panne tous les jours, par exemple. C'est quelque chose qui a malheureusement aussi joué son épuisement.
Mais donc, on peut avoir un burn-out sans avoir un surinvestissement en termes de temps de travail notable. D'accord. Et Aude parlait aussi tout à l'heure de bore-out. Je pense que c'est exactement ça. On peut être un salarié où effectivement on est mis au placard, où on a très peu de travail et les conclusions sont tout à fait les mêmes, à savoir une dépression sévère. Donc, c'est pas forcément uniquement lié effectivement à une surquantité de travail effectif. Et de toute façon, c'est quelque chose qui est aussi difficilement quantifiable. Certains salariés ont l'impression de travailler beaucoup à raison ou à tort. C'est un sujet qui est particulier. Ok. J'ai aussi une autre question qui a été, c'est que fait-on que peut-on faire quand on a identifié qu'on était dedans pour s'en sortir? Quand on a identifié. Alors, est-ce que ça veut dire que si on s'est déjà effondré, C'est un peu tard, oui. voilà, oui, c'est le côté, c'est tard, mais pour s'en sortir, comment j'ai fait pour m'en sortir? Je pense qu'une des clés, c'est de parler. C'est parce que j'en reviens à un des points qui malheureusement touche énormément donc ceux qui sont effondrés, c'est l'isolement. Donc moi, comme j'ai été isolée, je n'ai pu parler à personne de mes difficultés, ou en tout cas très peu. Ce qui permet de décharger la charge mentale, c'est de s'exprimer. Donc j'en reviens à ce que disait, c'est intéressant ce qu'il a dit vraiment Cédric, parce que parmi les quatre solutions dont je parle, les 4 familles de protection, c'est observer, l'observation, parce que ça se voit qu'une personne est en train de décliner, je ne sais pas, une névralgie, voilà, c'était physique, donc les gens pouvaient le voir. On entend, il faut l'écouter, parce que la personne parle de plus en plus de démotivation, de sa fatigue, il y a ça qui ne va pas, je ne comprends pas des choses, donc la démotivation. Il y a aussi le fait donc, de créer du lien, le lien collectif. Vous savez quoi? Le lien collectif, ça commence à 2. Si j'ai une personne dans l'entreprise avec qui je peux déjeuner, avec qui je m'exprime, ça va permettre justement d'avoir de l'empathie en face et ça peut m'aider. Et le dernier point, c'est d'avoir l'expression libre. C'est ce que disait tout à l'heure Cédric. La capacité de pouvoir dire ce qui me touche ou ce dont j'ai besoin pour bien faire mon travail, c'est ce qui permet d'avoir la solution. Okay. D'accord, donc en fait, c'est observer, ne pas rester isolé, s'exprimer. C'est ça les solutions, en fait. Observer, écouter, créer du lien, s'exprimer. Voilà, c'est vraiment le plus important. Et il faut écouter son entourage parce que le premier cercle qui se rend compte de la descente, c'est votre entourage proche qui va vous dire mais tu commences à travailler trop. Et vous allez dire mais moi je ne peux pas m'arrêter ou j'ai tellement de travail ou tu ne comprends pas mon travail, etc. Donc vraiment le premier signal qui peut être vraiment entendu et qu'il faut que vous entendiez, c'est vraiment l'entourage proche qui vous fait remarquer justement votre changement de comportement. Je voudrais juste te dire ça, c'est important, que si vous voulez savoir qu'une personne court vers le burn-out, écoutez bien ça. La première chose, c'est la perte du plaisir dans son travail. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'entrée, c'est j'aime mon boulot, je suis passionnée, c'est quelque chose que j'ai choisi, etc. Donc, la personne, quand elle perd du plaisir dans son travail, c'est une clé d'entrée dans l'épuisement. La deuxième chose, c'est la fatigue intense. Je suis tellement fatiguée que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me reposer. Je pars en week-end, je suis fatiguée, je reviens de week-end, je suis fatiguée. Je pars en vacances, je suis fatiguée, je reviens de vacances, je suis fatiguée. Je ne comprends pas quelle est cette fatigue. La troisième chose, c'est la conduite addictive. Je prends quelque chose d'externe pour tenir le coup. Et vous savez quoi? Ça peut aller sur quelque chose de très, très, très infime en soi. Une personne qui se dit, ouais, j'ai besoin de faire une cure de vitamines, etc. Et bien ça, c'est un signal. Parce que le corps a besoin de quelque chose d'externe pour tenir. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue. Tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre de tenir. Et le dernier point, c'est le changement de comportement. Je ne me reconnais pas. Je suis passée d'une fille qui courait, qu'est-ce que je vous ai dit, qui courait le matin pour aller au travail à quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. Voilà. Aude, dernier élément, je crois, j'essaye de faire le tour de toutes les questions. Comment peut-on rebondir après un burn-out? Comment on arrive à reprendre confiance? Pour moi, le premier mot, c'est vraiment de déculpabiliser. Les personnes qui ont fait un burn-out rentrent dans une culpabilité de ne pas avoir tenu, de ne pas avoir été à la hauteur. Encore une fois, j'en reviens à la valeur. Je n'ai pas appris à baisser les bras dans ma vie privée, donc je ne sais pas la faire dans la vie pro. Donc, il y a vraiment ce côté de déculpabiliser. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Moi, j'ai réussi grâce à ma psy du travail, avec qui m'a aidée. Elle m'a fait comprendre que c'était l'organisation. Et il y avait aussi le fait, pour certains, moi, j'ai eu besoin de médicaments.
Donc, j'ai eu des antidépresseurs qui m'ont aidé. C'est une béquille. Tout le monde ne l'aura pas. Mais moi, j'étais la première à me dire, je n'ai pas besoin de médicaments, je n'ai pas besoin de ça. Bah, ça m'a aidé. Donc, il y a ça et il y a le fait aussi parce que la phase 3, c'est quand on perd l'estime de soi. Et il faut récupérer l'estime de soi. Et comment est-ce qu'on récupère l'estime de soi? C'est progressif. On est arrivé à zéro quand on a fait un burn-out. On ne ressemble plus à rien. Physique, mentalement, on est une loque. Donc, pour se reconstruire, il faut se contenter de petites victoires. Et ça va commencer par la connaissance de soi. J'aime pas. J'arrive à me retrouver en me disant qu'est-ce que j'aime dans la vie et qu'est-ce que je n'aime pas dans la vie. Donc, on arrive du coup, à intégrer la confiance en soi, parce que comme on se rend compte qu'on fait des choses, bah, du coup, la confiance en soi, elle commence à se développer. Et plus on développe la confiance en soi, plus on développe son estime de soi. Donc, c'est en faisant tout ce parcours-là qu'on reprend de l'énergie, qu'on retrouve des capacités cognitives et qu'on peut se projeter vers l'avenir. En fait, j'ai une dernière question. Vous avez parlé de storytelling. Est-ce que c'est quelque chose qui veut vraiment aider pour éviter ce genre de parcours dramatique? La question est J'imagine pour que moi c'est pour moi. Je la prends volontiers. Oui, on en est convaincu chez Chelsea Lions et j'en suis aussi convaincu personnellement. En fait, c'est très compliqué de changer la culture d'entreprise. Il y a énormément de facteurs, c'est quelque chose qui est complexe et il y a des trainings, il y a des formations, il y a des contacts avec des psychologues, etc. Et c'est une excellente chose. Nous, notre parti pris, en fait, c'est de se dire qu'il faut créer dans l'environnement professionnel un contexte pour l'action et un contexte pour le sens. Et nous, via le storytelling, ce qu'on fait justement, c'est créer ce contexte pour du sens. Et après, chaque entreprise est libre de faire venir des coachs, des psychologues sur site, etc., pour les accompagner. Mais dans une entreprise où la culture laisse des salariés souffrir en silence, crée une culture de performance immédiate tout le temps, la parole ne sera pas libérée, vous pouvez avoir des psychologues, personne n'ira les voir. Et en fait, notre parti pris, c'est de se dire que justement, le storytelling, ça va permettre de créer, comme je vous le disais, cette capacité à nous identifier à ce que ressent l'autre. Et aujourd'hui, vous avez entendu Aude qui s'exprimait en quelques minutes malheureusement, mais une demi-heure, 1 heure sur les détails de son histoire, que vous le vouliez ou non, en fait, vos neurones vont se connecter à ceux d'Aude et vous allez être capable de répliquer ce que vous avez entendu des décennies après avoir entendu cette histoire. Et en fait, c'est ça qui va être important et c'est ça qui va faire effet sur le long terme, pardon. Et en entendant des témoignages, en entendant des histoires comme ça, c'est pas simplement des chiffres, c'est pas simplement des cas cliniques, c'est des témoignages forts qui vont marquer les esprits, qui vont permettre ensuite d'ouvrir le débat, qui va permettre d'en parler avec vos équipes, avec vos managers et prendre conscience en fait, et c'est ça qu'on raconte pendant nos interventions, c'est de se dire, et je le fais ce soir, levez la main, dites que ça ne va pas, veillez les uns sur les autres. Demain matin au bureau, allez voir vos collègues, si quelqu'un est moins performant, allez lui demander, tiens, c'est pas qu'il est mauvais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu du changement dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle? Il faut qu'on en parle. Et on a nos intervenants, par exemple, qui est l'ancien vice-président de Monde de Unilever, donc quelqu'un qui a une crédibilité corporate qui est énorme et qui peut vraiment parler à n'importe quel top manager les yeux dans les yeux. Et en fait, il a fait une grosse dépression en 2008. Il s'en est relevé et quelques années après, un de ses collègues, un de ses meilleurs amis, pardon, s'est donné la mort, s'est suicidé. Et évidemment, on ne va pas simplifier au possible les deux cas, mais un des premiers facteurs explicatifs, c'était de se dire, mais moi, quand ça allait pas, j'en ai parlé. Et pourtant, c'était un homme blanc, mal alpha, et c'est très difficile d'être dans cette position où on lève la main en disant, je vais pas bien. Alors qu'on a mal au pied, on va aller voir le podologue, on a mal aux yeux, on va chez l'ophtalmo, mais en revanche, parler de soi à cœur ouvert et dire, je vais pas bien, c'est extrêmement compliqué. Et son ami, malheureusement, ne l'a pas fait à l'époque. Et du coup, il en a vraiment fait un combat pour libérer la parole sur ces sujets. Donc, même ce soir, si dans ce que Aude a raconté, il y a des symptômes similaires, il y a des choses que vous avez déjà entendues, vous vous sentez irritable, vous vous sentez fatigué, levez la main, parlez-en, que ce soit à Aude, que ce soit à moi, que ce soit à n'importe qui, allez voir vos RH, allez voir vos managers. Si vous voyez des collègues dans des cas similaires, parlez-en. Mais moi, je suis convaincu que pour créer cet environnement de confiance dans votre environnement professionnel, c'est en entendant des histoires, c'est en faisant venir des témoignages. Et je dis ça en toute humilité, c'est un travail qui est sur le long terme et qui est facilement corrélé avec d'autres choses. Mais en tout cas, c'est un très bon début pour placer ces problématiques au centre de l'échiquier de votre environnement professionnel. Aline, je vais juste rebondir sur ce que dit Cédric, c'est que je voudrais que vous compreniez que moi, j'ai accepté de travailler en fait avec Cédric. Moi, il m'a convaincu que j'ai fait des tas franchement, d'interventions, presse, médias, TV, etc.
Mais pour moi, quand il est venu me dire, grâce à ton histoire, on va toucher les gens, mais j'ai dit, c'est exactement la solution. C'est pour ça que la pièce de théâtre, entre guillemets, fonctionne, parce que ça touche, parce que ça interpelle, parce que ça ébranle. Et que là, du coup, on se pose la question en disant, ah ouais, c'est vrai, peut-être que je réfléchisse. Et c'est ça où TLC Lions, et que le travail de Cédric est extraordinaire, mais aussi innovant, parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de dire, moi, je vais mal, j'aimerais bien qu'on m'écoute. Voilà, donc c'est quelque chose qui doit rentrer en entreprise, mais aussi que, comme le dit Cédric, que les gens doivent écouter et donc oser s'exprimer, entre autres. Et c'est un point intéressant sur le management en France. Bon, ça pourrait être l'objet d'une autre conférence, à mon avis, mais j'écoutais un sociologue justement, et en fait, c'est vrai qu'au travail, sans trop rentrer dans les généralités sur le marché français, mais le travail est souvent associé à la douleur. Un manager qui est en souffrance, c'est un bon manager. Un manager qui sifflote et qui part à 16 heures est forcément un mauvais manager. Et on a cette culture-là de se faire mal et d'être dans la douleur. On a une conception qui est parfois compliquée de s'imaginer dans un environnement professionnel souriant, heureux et épanoui. Et effectivement, et ça peut d'autant plus voiler des comportements pré-burnout. Et c'est une évidence. Si ces sujets de culture d'entreprise et de différence entre les différents pays, etc., intéressent ceux qui nous écoutent, faites-le nous savoir dans l'onglet. Parce que je pense on a dans le réseau justement les tribus, on a des gens formidables qui sont expatriés, il pourrait y avoir une discussion formidable à mon avis. Cédric, on a une dernière question pour toi. La question, c'était quel crédit tu donnes à des démarches de type Great Place to Work, certification Great Place to Work, et est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de donner de la visibilité justement sur le burn-out, parce que dans Great Place to Work, c'est plus des belles histoires, des belles sociétés, mais justement, quelle place on pourrait donner au burn-out? C'est une question intéressante. Pour être tout à fait honnête, c'est une certification que je ne connais pas par cœur. Je serais vraiment intéressé de voir effectivement dans le détail quels sont leurs critères, comment c'est fait, comment c'est audité. Mais c'est quand même un label qui est très suivi, qui a globalement, on va dire, un avis positif communément. Mais c'est des problématiques qui sont compliquées parce que, heureusement, depuis quelques années, aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui se lancent dans des sondages anonymisés avec des datas sécurisées justement pour donner son ressenti dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'à très peu. Mais c'est vrai que c'est compliqué dans le cadre d'un audit de venir estimer le bonheur et l'épanouissement des salariés. Je sais que dans Great Place to Work, il y a aussi une partie justement sur les questions de diversité. Mais on sait qu'en France, la question de la représentativité de la diversité, c'est un sujet qui est très compliqué. On peut faire des statistiques basées sur la race et l'ethnicité. Ce qui n'est pas su, c'est qu'en fait, c'est légal dans un cadre très contrôlé par le CNIL, etc., qui est extrêmement compliqué, encore heureux. Mais du coup, c'est sans doute ce que peu font. Donc, comment vous évaluez la diversité de votre entreprise entre la diversité visible, non visible, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir évaluer ces critères de santé mentale, de diversité, d'inclusion. Et certains top managers vont dire, ah, j'ai bien vu, mais d'accord, ce n'est pas des statistiques formelles. Et entre le ressenti et la représentation et ce qui se passe en réalité dans votre entreprise, c'est autre chose. Donc, je pense que c'est un label qui est intéressant à suivre, mais effectivement, il faudrait être dans le cœur de l'audit et de voir leur façon de faire pour donner un avis définitif. Je pense qu'on réabordera ces sujets d'évaluation parce que ça, c'est quelque chose. On est en train de travailler fortement sur ce sujet-là avec Clémence et Sylvie et Alexia, donc je pense qu'on reviendra vers vous. Bon, malheureusement, l'heure tourne. Donc, peut-être une dernière question. Aude, forte de ton expérience, si tu n'avais, parce que tu nous as dit beaucoup de choses, si tu n'avais qu'un seul conseil à nous transmettre, à nous qui sommes à la fois des hommes, des femmes de tous les âges, et voilà, tu choisirais lequel? Bonne question. Je pense que le seul conseil que j'ai envie de dire et qui sera facile à retenir, c'est écouter les signaux. Quand on a le premier signal, premier, c'est les troubles du sommeil. Si vous avez du mal à vous endormir, si vous vous réveillez en ayant le travail en tête, si vous avez rêvé du travail, c'est que vous êtes dans la surcharge mentale. Ensuite, il y a les signaux physiques. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai les reflux gastro-œsophagiques, etc. Il y a je me sens de moins en moins bien, je suis de plus en plus fatiguée. Donc, les signaux
qui font que mon corps, c'est pas normal. Pourquoi je ressens ça? Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on va voir le médecin, normalement. Bon, à garder en tête pour demain matin, alors. À tester demain. Demain matin au travail. Hein. Et toi, Cédric, quel serait ton conseil numéro 1 au manager, alors, ou aux futurs diplômés qui nous écoutent aussi? Exactement. Juste avant, je voudrais quand même féliciter les Magali, etc., et qui commentent avec beaucoup de commentaires intéressants qu'on re-regardera avec Aude plus tard. Mais c'est top, merci d'être aussi interactif. Je pense que c'est ça qui fait la force de ce genre de discussion. Et effectivement, intéressant commentaire justement sur les sondages faits dans l'entreprise, ou aussi sur le marketing. Effectivement, on peut parler de baby-foot washing pour certains. Donc ça pourrait être effectivement un second webinaire assez intéressant. Moi, mon conseil numéro 1, ça serait vraiment de montrer ses vulnérabilités. C'est un mot qui vient à la mode, et heureusement. Et en fait, j'ai écouté une conférence très intéressante d'un cercle, je pourrais vous donner le lien, qui fait des choses au top. Et en fait, qui expliquait que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui, dans l'imaginaire collectif, est généralement vu comme une faiblesse, et complètement à tort. Et en fait, la vulnérabilité, c'est la capacité du vivant à se blesser. Et en fait, ils opposent ça avec la fragilité, qui est la capacité d'un objet à se briser, à se casser. Et en fait, la différence, elle est énorme, parce que se blesser, ça veut dire qu'on peut rebondir, ça veut dire qu'on peut être plus fort, ça veut dire qu'on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Et Aude en est un parfait exemple, avec ses livres, avec sa pièce de théâtre, avec l'expertise qu'elle a développée, et avec son épanouissement aujourd'hui. Et en fait, c'est intéressant parce que cet aspect vulnérabilité, il faut bien comprendre qu'on est tous vulnérables, tous. Et effectivement, Brené Brown, merci Marion pour le commentaire, on est tous vulnérables. Et être vulnérable, ça veut dire être déconnecté numériquement. Je crois qu'en France, c'est 8 millions de personnes, c'est colossal. Ça peut être sans emploi, ça peut être faire un burn-out, ça peut être vivre un chagrin d'amour, ça peut être avoir un proche qui est dans la maladie. Et en fait, on coche tous au moins une de ces cases, si ce n'est beaucoup plus que ça. Donc, nous sommes tous vulnérables, et il faut vraiment comprendre que c'est une force. Et un exemple bête, mais si nous étions télépathes ou quoi que ce soit, on n'aurait jamais inventé les télécommunications, on n'aurait jamais inventé la fibre. Si nous savions voler, nous n'aurions jamais inventé l'avion, etc. Et en fait, on a toujours su faire des forces de nos vulnérabilités. Donc, s'il vous plaît, voyez ça comme une force, voyez ça comme une bonne chose, et surtout, montrez vos propres vulnérabilités, parce que ça va créer justement un sentiment de confiance, un sentiment de loyauté, ça va permettre d'unir autour de vous. Et pour en revenir à ce que je disais, ça va créer justement un environnement de confiance, parce que vous êtes authentique, parce que vous êtes vous-même, parce que vous êtes la vraie personne que vous êtes. Et c'est aussi comme ça qu'on va contribuer à faire bouger les choses. Eh ben, c'est une soirée dense que nous avons partagée ensemble. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, enfin, peut-être un mot de la fin, une dernière chose que vous voulez nous dire, tous les deux, ou oui, moi je pense que pour terminer, c'est important que les personnes l'entendent, c'est que les personnes qui font des burn-out, ce ne sont pas des personnes qui sont fragiles, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on dit que de cette pathologie du travail, que c'est la maladie des forts. C'est des personnes qu'on a fragilisées. J'en reviens encore une fois au l'environnement du travail, la société qui joue, etc. Et en fait, j'ai envie de vous parler d'un truc aussi. C'est un poème en fait qui a été écrit par Marianne Williamson et qui a été repris par Nelson Mandela, il me semble. Le titre, c'est Our Deepest Fear, notre plus grande peur. J'adore vraiment parce que si je devrais vous le résumer, c'est qui nous sommes pour ne pas montrer qu'on est bon. Qui nous sommes pour ne pas briller. Parce que c'est en faisant ça qu'on donne l'exemple aux autres en disant tu peux, vas-y, t'es bon, montre-toi, t'as pas besoin de te cacher. Et quand Cédric parle de tout ça, j'entends le mot résilience. Et moi, c'est ce qui fait que ça m'a aidé au fur et à mesure d'évoluer et puis de faire tout ce que je fais. C'est que j'ai compris que j'avais de la valeur. J'ai compris que ce que je faisais avait un sens. Je me rends compte que ma cause est juste. Donc, c'est les choses qui font que je fais de plus en plus de choses importantes parce que je n'ai plus peur, donc Hardy Postfire, de montrer que ce que je dis, ça en vaut la peine. Donc, vous avez tous des raisons d'être bons et vous ne devez pas oublier que vous l'êtes. Donc, soyez bons. Entendu. Cédric, tu as un dernier mot ou... Je vais être très bref et je vais me répéter encore une fois, mais je veux que les gens qui nous entendent aujourd'hui prennent vraiment conscience que le premier rempart contre la santé mentale, contre les problèmes de santé mentale et contre le burn-out, c'est vous. Vous passez un temps infini au bureau, vous connaissez vos collègues depuis des décennies pour certains, et vraiment, veillez les uns sur les autres, allez voir vos collègues, allez voir les gens qui ont, comme le disait Aude,
changé de comportement, qui ont changé d'attitude, qui ont l'air plus fatigués, plein de choses, mais c'est à vous de le faire. Donc demain matin, allez voir vos collègues à la première heure, posez-leur les bonnes questions, demandez-leur s'ils vont bien, ayez ces conversations difficiles. C'est un sujet aussi qui est extrêmement important aujourd'hui. Et si vous-même, il y a des choses ce soir qui vous touchent, qui résonnent particulièrement en vous, levez la main, dites-le et ne restez pas atterrés dans l'ombre, parce que malheureusement, c'est ça qui risque de coûter très cher derrière. Donc, libérons la parole sur ce sujet, ouvrons le débat. Donc, encore merci à Women et à Adeline ce soir d'organiser des discussions sur ce sujet, parce que j'ose espérer que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses et qu'on va réduire drastiquement ce chiffre de 2 millions qui est une abomination, malheureusement. Et puis faire du bien aux autres, ça nous fait beaucoup de bien à nous, donc c'est quelque chose de très positif. Écoutez, l'heure s'est déroulée, donc en tous les cas, vraiment un grand remerciement au nom des participants, je suis sûre, parce qu'il y a des très beaux commentaires, et au nom de l'équipe. Merci à tous les deux pour ce temps partagé. Pour aller plus loin avec vous, des tas de liens ont été mis. J'espère qu'ils ont été copiés-collés par tous ceux qui étaient intéressés. Moi, très rapidement, j'ai 3 messages. Le premier, c'est retrouvons-nous vite. La prochaine fois, c'est le jeudi 18 novembre. Guettez l'info dans là où on vous la place habituellement, l'agenda, la newsletter. Venez contribuer à nos côtés parce que si vous avez une idée, vous avez envie de la mettre en forme, venez partager vos talents et ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera dans l'équipe d'animation. Et puis sachez que le replay de cette soirée sera sans doute sur les ondes d'ici quelques jours et qu'on vous en informera dans le groupe LinkedIn. Voilà, bah écoutez, sans plus vous retarder, je vous souhaite une excellente bonne fin de soirée, une fin de soirée tonique, joyeuse, et puis à très bientôt. Merci, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée.